quelques indications sur le sujet, des indications de méthode qui resteront volontairement vagues. Oui, mais c'est pour vous faire travailler. Le langage ne sert-il qu'à exprimer ses pensées? Euh, comme toujours, je vous recommande fortement de vous intéresser aux notions qui ne composent pas en soi et en propre le cœur du sujet, ou plutôt le thème du sujet. Ce sont ces notions périphériques au thème du sujet qui vont vous permettre de problématiser. Et ici, il y a trois notions qu'il faudra examiner par ordre décroissant d'importance, à mon avis. Servir. Le langage ne sert-il qu'à exprimer ses pensées? Qu'est-ce que ce verbe implique? Comment le concevoir? Quelles sont les conséquences d'une conception instrumentale, voire servile du langage pour ce langage? Ok. Exprimer. Qu'est-ce que c'est qu'exprimer une pensée? Je vous recommande. Oui. Décroissante, oui. Ouais, tout à fait. Exprimer, je vous recommande d'aller voir quels sont tous les sens du verbe exprimer. Il y a un sens physique qui est très intéressant, à mon avis, qui peut vous servir à comprendre ce que signifie que ce verbe. Vous allez pouvoir trouver, par exemple, à mon avis, dans la littérature, l'expression, littéralement, expression d'orange. Exprimer une orange. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Il y a un sens physique, on pourrait dire organique, de ce verbe et de ce mot. Ouais. C'est des remarques à faire au brouillon. Ensuite, une introduction, c'est un texte où normalement, si tout se passe bien, toutes les notions sont reliées entre elles. Et enfin, qu'est-ce qu'on entend ici par penser? Qu'est-ce que c'est que penser? Oui. C'est vous qui voyez ça pour le coup. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est un conseil de méthode que je vous donne. C'est que vous faites votre travail au brouillon, vous parvenez à la construction d'un problème. Une fois que vous avez posé le problème, vous faites le chemin inverse. C'est-à-dire que vous allez vous demander ce dont vous avez besoin dans l'analyse du sujet pour que le problème soit compréhensible. Pour que le problème soit compréhensible. À vrai dire, si vous ne donnez pas les deux ou trois grands sens de pensée dans l'introduction, parce que le problème que vous allez proposer ne le justifie pas, ce n'est pas grave. Okay. Si vous ne centrez pas votre problème explicitement sur le concept d'expression, ce n'est pas grave, si vous voulez, de passer peu de temps sur le concept d'expression dans l'introduction. Tout va dépendre de votre problème. Il ne faut pas être exhaustif dans l'introduction. L'introduction sert à introduire le problème. Okay. C'est comme si vous voulez, vous voyez un film, n'importe lequel. C'est un petit peu ça, en fait, une pièce de théâtre. Mais un film, c'est pas ça. Vous allez voir un film, il y a différents personnages, et dès les crédits d'introduction, vous allez voir tous les personnages en même temps. Bah, ça va pas marcher. On introduit les personnages les uns après les autres en fonction de l'intérêt de l'histoire, de l'intérêt de la narration. C'est pareil pour une introduction. Le but du jeu, c'est d'introduire le problème. Ne mettez que ce dont vous avez besoin pour introduire le problème dans l'introduction. Okay. C'est dans le travail de la dissertation ensuite que vous allez revenir sur ces concepts. Que vous allez peut-être vous demander ce que signifie que penser dans une partie, enfin dans un paragraphe de partie, ce que signifie que l'expression, etc. etc.
Il ne faut surtout pas, évidemment, comme je l'ai dit depuis le début de l'année, saucissonner le sujet et vous dire que vous allez faire une partie sur le langage, une partie sur l'expression, une partie sur les pensées, ou l'inverse. Il faut que votre plan traite l'ensemble du sujet, mais c'est souvent le problème qui va vous donner les deux premières parties du sujet. Alors, une autre remarque sur le langage. Faites très attention, le langage, ce n'est pas la langue. Okay. Il va falloir, à mon avis, distinguer ces deux concepts. Et je ne serais pas du tout choqué ou désolé que vous parliez à un moment du langage mathématique, par exemple. Que vous ayez une réflexion sur autre chose que les langues vernaculaires que nous parlons. Mais si vous parlez du langage mathématique ou informatique, par exemple, j'en serais ravi et intéressé. Oui. Ça serait bien, oui. Ça serait quand même bien, effectivement. Mais comment allez-vous le définir? Vous pouvez le définir justement en le comparant à la notion de langue, ou de code, ou de signe. Vous pouvez aussi partir par exemple du langage parlé et du langage mathématique, comparer les deux et voir quelles sont les similitudes et même les points communs entre les deux. Qu'est-ce qui fait qu'un langage est un langage? C'est pas facile, hein. C'est pas facile. C'est-à-dire que très clairement, le langage mathématique n'est pas exactement fait pour commander une baguette dans une boulangerie. La question de savoir à quoi sert le langage, c'est une vraie question, si vous voulez. Parce que manifestement, ça n'a pas la même visée en mathématiques qu'en langue française. Alors, je vous recommande pour la question de pour la question de l'utilité du langage, la question du caractère instrumental du langage. Je vous recommande chaudement la lecture du texte de Bergson, Le Rire, qui va défendre la thèse précisément du caractère servile, instrumental, technique du langage. Mais il va également distinguer l'usage courant du langage et l'usage poétique, musical. On parle de phrases en musique. Et donc à partir de là, vous pouvez vous demander si le langage ne se réduit qu'à
un instrument. Je vous recommande dans la foulée de lire avec intérêt, avec attention, le texte de Mallarmé qui est très célèbre, qui est totalement énigmatique aussi. Et je vous recommande de lire au sujet de ce texte relativement au vers. C'est un texte célèbre de Mallarmé qui va critiquer l'usage du vers en poésie, c'est-à-dire l'usage de cette codification. Et ce que critique Mallarmé en particulier dans ce texte, c'est que si le vers, en particulier si l'alexandrin, devient mécanique, alors il tue la poésie. Si on se sert en fait du langage poétique comme d'un instrument, alors on tue, on détruit ce pourquoi la poésie est faite. Et c'est très intéressant ce que nous dit Mallarmé, parce qu'il va relier non pas la poésie au sentiment, mais vraiment à la pensée. Je lis le texte et j'essaie de l'expliquer. Hein. Je ne suis pas un grand Mallarméen. J'avais un prof qui l'était, en première, Monsieur Beaune, mais c'est des cours marquants, ça. Alors, Mallarmé, vers et prose, divagation première relativement au vers. Narrer, enseigner, même décrire, cela va et encore qu'à chacun suffirait peut-être pour échanger la pensée humaine. De prendre ou de mettre dans la main d'autrui en silence une pièce de monnaie, l'emploi élémentaire du discours dessert l'universel reportage dont la littérature exceptée participe tout entre les genres d'écrits contemporains. Syntaxe inhabituelle. Que nous dit Mallarmé dans ce premier paragraphe? Mallarmé nous dit que dans l'usage normal du langage, narrer, enseigner, même décrire, le langage ne sert au fond qu'à échanger des pensées comme on échange des pièces de monnaie d'une main à une autre, que le langage est essentiellement un reportage, c'est-à-dire à la fois une description du monde et un échange, une communication. Le langage n'exprime pas grand-chose, il communique. La littérature exceptée. C'est-à-dire que la littérature fait et doit faire exception à l'universel reportage dont parle Mallarmé. À quoi bon la merveille de transposer un fait de nature en sa presque disparition vibratoire selon le jeu de la parole? Cependant, si ce n'est pour qu'en émane sans la gêne d'un proche ou concret rappel, la notion pure. Je dis une fleur, et hors de l'oubli où ma voix relègue aucune couleur, en tant que quelque chose d'autre que les calysus, musicalement se lève, idée même et suave, l'absente de tout bouquet. Au contraire d'une fonction de numéraire facile et représentatif, comme le traite d'abord la foule, le dire, avant tout rêve et chant, retrouve chez le poète par nécessité constitutive d'un art consacré aux fictions, sa virtualité. Que dit Mallarmé ici? Mallarmé dit que le rôle de la littérature, en particulier du langage poétique, c'est de travailler le langage pour qu'il ne renvoie pas directement à la réalité, au monde, mais pour qu'il mime la manière dont nos pensées naissent, la manière dont se forment nos pensées. Le rôle du poète, dit Mallarmé, et en fait on revient aux sources de la poésie, c'est-à-dire à l'époque archaïque de la poésie,
le rôle de la poésie, ce n'est pas de représenter, c'est de rendre présent, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Autrement dit, plutôt que de dire une rose, le poète va faire naître en nous la pensée de la rose en disant l'absente de tout bouquet. L'absente de tout bouquet. C'est énigmatique, mais lorsqu'on va lire cela, on va se demander ce que ça va vouloir dire et va naître en nous l'idée de la rose. Je ne sais pas si je pourrais le répéter exactement, mais le rôle de la poésie, dit Mallarmé, ce n'est pas de représenter le monde, ça c'est le rôle du langage commun, si vous voulez, du langage courant. Le rôle du langage poétique, c'est de rendre présent, autrement dit, d'évoquer le monde. Ça remonte à l'Antiquité, et peut-être même avant cela, le rôle du poète, le rôle du griot africain, c'est par la parole de rendre présent des personnages. Quand le poète parle, c'est comme si Ulysse était là, Achille était là, Agamemnon était là, etc., etc. Et il le fait, dit Mallarmé, de manière presque magique, c'est-à-dire que l'évocation renvoie non pas directement à la chose, mais comme une formule magique, nous fait penser à la chose, à la rose en l'occurrence, lorsque Mallarmé écrit l'absente de tout bouquet. Alors, est-ce que ça va, ça? Voilà, un petit peu de poésie dans ce monde de brut. Une remarque, cette distinction que fait Mallarmé entre expression et communication, vous la trouvez de manière parfaitement claire et technique chez Étienne Bimbenet. Bimbenet explique donc c'est un très très bon prof, un vrai philosophe. Bimbenet, qui porte hélas mal son nom, parce qu'il est prodigieusement intelligent, ça a été mon prof à Normal Sup. Enfin, en tout cas, il est intervenu plusieurs fois à Normal Sup. Il a ici une conception qui peut vous servir, pour définir le langage. Le langage se définit de la manière suivante, c'est parler de quelque chose à quelqu'un. C'est quand même fondamental et, comme dirait un certain rappeur français, basique, simple. Je reste au contact des jeunes. Il y a deux axes dans le langage, la communication et l'expression. Communiquer, c'est parler à quelqu'un. Exprimer, c'est dire quelque chose. Parler, c'est dire quelque chose à quelqu'un. C'est donc réunir les deux axes, communicatif et expressif. Ou, comme le dit Bimbenet, communicatif, c'est horizontal, expressif, c'est vertical, frontal. C'est bon, Alexandre? Oui, communiquer, c'est un axe horizontal, c'est un axe social, et exprimer, c'est frontal, c'est-à-dire qu'on parle du monde, c'est frontal, on parle à quelqu'un, c'est circulaire ou horizontal ou social. Oui. Exprimer et communiquer? Ok. Ben justement, on trouve cette différence chez les animaux. Vous allez bien comprendre cette différence chez les animaux. Pour l'expression, par exemple, Bimbenet va parler de la danse des abeilles. La danse que les abeilles font lorsqu'elles rentrent à la ruche chargées de leur butin. Bimbenet va remarquer, à la suite d'éthologues, donc de gens qui vont étudier le comportement animal, que les abeilles sont capables, par une danse, d'exprimer la position exacte de leur butin. Ce qui est quand même pas facile sans GPS et sans carte.
par un balai aérien, si vous voulez, digne de la patrouille de France, les abeilles vont être capables d'exprimer l'endroit où elles ont butiné la fleur, la direction du butin, la distance du butin, la nature du butin. C'est costaud. C'est costaud. Et dit Benbenet, le problème c'est que cette abeille va faire cette danse, que la ruche soit vide ou non. C'est une expression sans communication. Exprimer sans communiquer, c'est la hantise de tout prof, c'est dire quelque chose sans le dire à quelqu'un. C'est se parler. Non, c'est même pas ça, c'est exprimer une pensée sans la communiquer, c'est-à-dire sans l'intention qu'elle soit reçue par quelqu'un. Ok ? Ça, c'est l'expression sans la communication. La communication sans l'expression, c'est possible aussi. C'est ce que font de nombreux animaux qui, par leur chant, vont simplement indiquer leur position à leurs petits camarades de jeu. Le chant de l'oiseau ne veut rien dire. En tout cas, on n'a aucune raison de penser qu'il veut dire quelque chose, à part « coucou, je suis là ». Ça n'exprime rien. C'est un pur acte social, si vous voulez. C'est un petit peu comme le bonjour en salle des profs le matin. Ça n'exprime rien, c'est simplement un acte social. Je fais coucou, ça va, enfin voilà, quoi. Je fais quand même le minimum syndical, mais je vais vous dire un truc, hein. Comme disait Chirac, la salle des profs, c'est 5 minutes douche comprise. Vous irez comprendre la signification profonde de cette phrase dans le contexte chiracien. Alors, vous pouvez également vous intéresser à Hobbes. Hobbes, c'est très intéressant parce qu'il explique que la véritable fonction du langage, ce n'est pas la communication, c'est l'expression. Il défend une conception totalement instrumentale du langage, mais il va dire que le langage a d'abord pour but l'expression de la pensée et non la communication. Sans signes extérieurs, nous ne pourrions pas penser. Nous ne pourrions pas penser comme pensent des êtres humains. Et il va prendre l'exemple. Est-ce que je l'ai donné celui-là? Oui, il va prendre l'exemple du sourd-muet. Ce sourd-muet qui, dépourvu de langage, peut découvrir que la somme des trois angles d'un triangle est égale à 2 angles droits, mais ne pourra pas retenir cette découverte sans le langage, et surtout ne pourra pas l'appliquer de manière universelle à tous les triangles, parce que pour Hobbes, c'est par le langage, c'est par l'artifice du langage que nous parvenons à l'universel. C'est par le nom commun, que nous passons d'un triangle particulier à tous les triangles. Okay. Et c'est ça la pensée, dit Hobbes. Penser, c'est accéder à l'universel par le langage. Ça va? Ça va bien se passer, bien se passer. Alors, Hegel maintenant, intéressant aussi. Hegel, c'est celui que vous pouvez utiliser si vous voulez mettre une baffe à Bergson.
C'est le penseur anti-romantique par excellence, Hegel, c'est pour ça que je l'aime. Le romantique, c'est celui qui vous dit le langage ne permet pas d'exprimer tous les sentiments bouillonnants que j'ai en moi. Le langage est impuissant à décrire la vivacité, la fougue de mon amour. Hegel nous dit, si vous n'êtes pas capable d'exprimer par le langage ce que vous pensez vraiment, c'est que vous ne pensez pas. C'est que vous pensez mal. C'est dans le langage que nous pensons. Dire que le langage est impuissant à exprimer certaines choses, dire que certaines pensées, certains sentiments sont ineffables, c'est faux. Cela veut simplement dire que la pensée, le sentiment est obscur. Le sentiment, la pensée deviennent vraiment elles-mêmes lorsqu'elles parviennent au langage. Et au fond, ça, c'est quasiment du Freud en fait. Je ne vous ai pas mis de texte de psychanalyse, j'aurais pu. Mais Freud explique qu'effectivement, le problème du refoulé, de ce qu'on a refoulé dans l'inconscient, c'est qu'il va s'exprimer dans le rêve de manière symbolique, confuse, déplacée, déformée. Et le rôle du psychanalyste, c'est de faire parler le patient, justement, pour que revienne au langage ce qui est obscur, ce qui a été refoulé dans l'inconscient. C'est exactement ce que dit Hegel d'une certaine manière. Freud est un grand vulgarisateur. Certes, il invente beaucoup, mais Hegel encore plus, oui. Vous dites que, Hegel dit qu'en gros, on pense vraiment, ça prend tout son sens quand on le dit. Quand ça parvient au langage, pas forcément quand ça arrive à la parole, mais quand ça arrive au mot, qui peut être un discours mental, si vous voulez. Effectivement, pour Hegel, une pensée qui n'est pas encore formulée, c'est une pensée qui est littéralement informe. Formuler une pensée, c'est la mettre en forme. Et pourquoi? C'est ça qui est intéressant, c'est que le langage, lorsque nous formulons une pensée, nous l'extériorisons. Et donc nous pouvons la regarder objectivement. D'une certaine manière, nous la tenons devant nous. Le langage permet cette extériorité, cette expression, ça peut vouloir dire par exemple sortir d'eux. Ex, ça veut dire hors d'eux en latin. Cela signifie donc que nous allons pouvoir avoir une distance vis-à-vis de nos pensées par le langage. Victor Hugo. Est-ce que je vous ai mis le texte de Hugo ou pas? Oui, c'est très bien. Le mot de Cambronne, je ne m'auto-censure pas comme 49% des profs d'après une étude. Le mot de Cambronne célèbre, c'est les Anglais à Waterloo encerclent le bataillon du général Cambronne. Donc des roast-beef retors et, comme d'habitude, voulant humilier la France, pour demander à Cambronne de se rendre une fois, deux fois, trois fois. La troisième fois, Cambronne aurait répondu « merde ». Okay. Et ce mot célèbre dit Cambronne. Alors évidemment, il ne l'a pas prononcé, enfin, en tout cas, même s'il l'avait prononcé, vu qu'il se faisait mitrailler la tronche, il est probable que personne n'ait pu l'entendre. Cambronne, dit Hugo, va faire rentrer la révolution, d'une certaine manière, dans le dictionnaire. C'est un mot du peuple, c'est un mot vulgaire, c'est un mot sublime. Et c'est vraiment... Lisez ce texte de Victor Hugo, dans lequel, en gros, Hugo explique que parfois, le langage dépasse la pensée. Que en s'écriant merde sur le champ de bataille, Cambronne va
incarnait d'une certaine manière l'esprit du peuple, l'esprit de la Révolution, l'esprit français. On est beau quand on perd. Face à la perfide Albion. Je vous lis cette phrase. L'esprit des grands jours entra dans cet homme inconnu à cette minute fatale. Cambronne trouve le mot de Waterloo, comme Rouget de Lille trouve la Marseillaise, par visitation du souffle d'en haut. Un effluve de l'ouragan divin. Il est beau quand il parle de merde quand même, Victor Hugo. Il faut voir Les Misérables, il y a deux grands passages, si vous voulez. Il est scatophile, hein, très clairement. C'est les égouts, la description des égouts de Paris. Donc, grand passage sur le caca. Et le mot de Cambronne, évidemment. Hein. Il en fait des pages. C'est extraordinaire. Lisez ça. Parce que c'est pas tous les jours que vous pouvez dire ça dans la littérature. On peut faire de la poésie avec n'importe quoi. Dernier texte sur lequel je peux attirer votre attention. C'est très intéressant ça, parce que vous pouvez aussi en faire une lecture psychanalytique à la limite. Je lis le texte parce qu'il est bref. Est-ce que j'ai le temps? Oui. Barthes achète du pain. Donc Roland Barthes, grand critique littéraire, grand théoricien de la littérature et du langage. Roland Barthes par Roland Barthes, hein, simplement. Donc Donald Trump a piqué son titre à Barthes pour son autobiographie. Ce texte, le temps qu'il fait. Ce matin, la boulangère me dit « Il fait encore beau, mais chaud trop longtemps. Les gens d'ici trouvent toujours qu'il fait trop beau, trop chaud. J'ajoute « Et la lumière est si belle ». Mais la boulangère ne répond pas, et une fois de plus, j'observe ce court-circuit du langage dont les conversations les plus futiles sont l'occasion sûre. Je comprends que voir la lumière relève d'une sensibilité de classe. Ou plutôt, puisqu'il y a des lumières pittoresques qui sont certainement goûtées par la boulangère, ce qui est socialement marqué, c'est la vue vague, la vue sans contour, sans objet, sans figuration, la vue d'une transparence, la vue d'une non-vue, cette valeur infigurative qu'il y a dans la bonne peinture et qu'il n'y a pas dans la mauvaise. En somme, rien de plus culturel que l'atmosphère, rien de plus idéologique que le temps qu'il fait. Alors que dit Barthes? Barthes dit, bon, heureusement qu'il y a la météo, sinon on se flinguerait en salle des profs et dans les salles d'attente des dentistes. C'est une bonne manière d'engager la conversation. Vous avez vu, il fait froid ce matin. Hein. Oh, il y avait du verglas sur la route. Oh, vous croyez qu'il va pleuvoir? Heureusement, j'ai pris mon parapluie. Bref, vous pouvez tenir au moins 5 minutes comme ça. Après, il y a les pros hein, qui comparent les applications météo. Enfin, là, on rentre, si vous voulez, dans un art que je ne maîtrise pas complètement et qui peut passer pour de l'ironie chez certains esprits tristes. Donc, Barthes dit bonjour Madame Michu, vous avez vu hein, une baguette, et vous avez vu, il fait beau ce matin. Et la boulangère lui répond ouais, mais il fait trop chaud. Il fait beau, mais il fait trop chaud. Et Barthes va rajouter et la lumière est si belle. Et là, fin de la conversation. Il y a un blocage. Pourquoi? Parce que, dit Barthes, le langage peut exprimer de manière inconsciente, sauf pour celui qui l'analyse justement, des valeurs, des croyances, une culture. Le langage peut devenir une arme idéologique sans qu'on s'en rende compte. Et pour quelque chose d'aussi anodin que le temps qu'il fait. Le temps qu'il fait qui est pourtant, hein, je ne sais pas moi, alors dans le temps c'était les résultats de la première journée de Ligue 1. La météo, ça a toujours été aussi un facteur de lien social, mais on se retrouve, si vous voulez, tous les peuples du monde se retrouvent autour de la météo. Vous avez vu, il fait trop chaud, ou il fait trop froid, ou il va pleuvoir. Okay. Et en parlant de lumière,
Barthes fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, il va parler de peinture. Il va parler, au fond, de l'impressionnisme qui est, ou plutôt de la peinture en général, qui est l'art de la lumière. Et en particulier, dans l'impressionnisme, au fond, euh, si vous allez voir des tableaux comme la cathédrale de Metz, par exemple, c'est la cathédrale de Metz ou la cathédrale de Reims de cette moyenne bourgeoisie, je dirais, petite bourgeoisie ou moyenne bourgeoisie, c'est le des Z, effectivement. C'est mon petit plaisir du matin. Alors, c'est Monet, cathédrale. Je fais mon sport là-dessus, c'est extraordinaire. Cathédrale de... C'est la cathédrale de Rouen, peut-être. C'est la cathédrale de Rouen. Alors, Rouen, allez voir ça, c'est fascinant. Rouen, ce sont... Ah oui, c'est fascinant, parce que c'est vraiment un manifeste, si vous voulez, de l'impressionnisme. Rouen, c'est simplement une brume de chaleur qui laisse deviner les contours de l'objet, mais au fond, ce que peint Monet, c'est la lumière. Et ça, c'est ce que va dire Barthes. Okay. Alors, rien de plus culturel que l'atmosphère, dit Barthes, rien de plus idéologique que le temps qu'il fait. Autrement dit, là, vous avez une signification particulière de l'expression qui consiste à dire que le langage permet vraiment de, comment on pourrait dire, de faire sortir, et c'est ça le sens physique de l'expression, de faire sortir tout le jus d'une pensée, y compris, d'une certaine manière, l'idéologie qui s'exprime dans des phrases parfaitement anodines. Ça va ? D'autres textes que j'ai abordés, je ne crois pas. Non, non, non. Peut-être aller voir du côté de la psychanalyse. Si vous avez, je ne crois pas que vous ayez de manuel en philo, mais si vous tapez Freud le langage et que vous trouvez un texte, ça peut être intéressant. Si vous êtes en mesure de l'exprimer, de l'expliquer, pardon. Ça serait pas mal, éventuellement, mais je pense que vous avez amplement de quoi faire avec toutes ces références. Ouais. Ce que dit Barthes dans, dans ce passage sur la boulangère et sur la météo, c'est que des phrases totalement anodines du genre la lumière est belle, ça va indiquer en fait un réflexe de domination bourgeois. Okay. Parler de lumière à une boulangère, c'est d'une certaine manière lui parler de quelque chose auquel elle n'a pas accès parce qu'elle n'est pas allée dans un musée, parce qu'elle n'a pas forcément... Donc Barthes écrit dans les années quoi? Dans les années 60, 75. Elle n'est pas allée au lycée, elle n'a pas eu d'éducation artistique. Et certains trucs, certains tics du langage parfaitement anodins sont révélateurs de l'appartenance à une classe et des rapports de domination. Barthes est marxiste, hein, comme à peu près tous les intellectuels des années 70. Ça va révéler des réflexes de domination sur les classes ouvrières, les petits employés, bref, ce qu'on appelle à l'époque encore le prolétariat. Ça va pas passer pour de la moquerie, mais ça peut passer pour une violence symbolique, évidemment, pour la boulangère. Il l'a pas forcément fait exprès. Mais on peut le faire exprès. C'est-à-dire que il y a une manière particulièrement violente et bourgeoise d'insulter quelqu'un, c'est de l'insulter dans un langage extraordinairement soutenu. Hein. Sale machin, va te faire, etc. N'importe qui est capable de le faire. Mais d'insulter quelqu'un sur 3 pages avec 2000 mots de vocabulaire, ça, faut le faire. C'est
allez voir ça, par exemple, aussi. Il y a une phrase, enfin, il y a un passage qui est, enfin, lisez, relisez, voyez le film avec Gérard Depardieu, Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac, la première scène, si vous voulez, Cyrano de Bergerac tombe sur un crétin. Et il va l'insulter pendant 20 minutes sans que l'autre puisse répondre. L'autre, ce crétin, ce jeune gandin, qui est manifestement plus beau que lui, va lui dire qu'il a un nez fort grand. Et Cyrano de Bergerac va répondre oui, c'est tout. C'est un peu court, jeune homme. Vous auriez pu dire bien des choses en somme. Et Cyrano de Bergerac va commencer à parler de son nez en des termes absolument gigantesques, hein, c'est le cas de le dire. Et il va l'humilier par sa maîtrise du langage. Ça, c'est l'insulte suprême, être capable de le faire en alexandrin. C'est prodigieux comme texte. Un des grands textes de la littérature française, avec Les Misérables et en particulier avec Waterloo. Ça va? Allez, courage. Bon. Attendez. Soyez clair. Soyez clair. Quelques conseils. Une idée par partie. Une question par partie. Seulement. Une question par partie. Vraiment, soyez clair. Pas plus d'une référence par partie. Pas plus d'une référence par partie. Ouais. Vraiment, ne vous laissez pas noyer par la référence et surtout, ne vous cachez pas derrière la référence. Construisez une réflexion personnelle et contentez-vous d'utiliser la référence. La référence ne doit pas prendre trop de place. La référence, ça peut être 10 lignes dans une partie qui fera une page et demie. Ouais. Bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Reprenez le cours de méthode. Il va falloir avoir une analyse critique. C'est ce qui va servir de base à la transition. Une analyse critique. Bien sûr, mais il faut le justifier. Au revoir, bonne journée.